sais que c'est toujours compliqué de quitter les allées de la foire et de venir assister à un talk. Celui-ci sera en français. Je crois que tout le monde, en tout cas à part Selma, qui est vraiment fluent in English, on est tous un peu plus à l'aise en français en tant que maghrébins. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir. Je suis Myriam Septi, directrice du magazine d'art contemporain Diptyque, qui est un trimestriel, un magazine digital, un podcast. Et j'ai le plaisir donc d'accueillir un beau line-up de galeristes du Maghreb pour aborder des questions. Nous l'avons appelé Maghreb Now, Galleries and Currents, mais tout le reste sera en français. Donc on va regarder aujourd'hui comment les galeries d'Afrique du Nord, qui sont ici présentes à Abu Dhabi, ne se contentent pas d'amener des œuvres à Abu Dhabi, mais essaient de construire une présence tangible et la présence de leur territoire respectif. Comment elles racontent une histoire, l'histoire de leur pays, comment elles défendent les histoires, la grande histoire, et parfois aussi construisent des trajectoires institutionnelles entre le Maghreb et les Émirats. Donc on essaiera de le faire de manière assez concrète et je donnerai beaucoup la parole à mes invités. On essaiera de voir d'abord dans leurs stands respectifs comment un stand est un langage visible et lisible de leur territoire. Nous verrons aussi comment une galerie est un petit peu un atelier étendu et on verra des aspects plus de logistique et de circulation des œuvres. On essaiera de voir qu'est-ce qui se passe après la présence dans une foire, hein. Donc en fait, c'est surtout ce qui reste après les foires, les ponts tendus, les résidences, les projets, les archives, les voyages d'exposition et les relations avec les institutions. Et enfin, surtout, ça c'est un fil rouge entre nos 4 galeristes. Nous verrons comment ces galeries, et peut-être aussi c'est le cas de beaucoup de galeries du monde arabe, construisent une présence entre l'histoire de l'art, entre les modernités et les artistes émergents. Donc ils nous raconteront ces deux aspects, l'histoire des modernes et des pays émergents, des scènes émergentes. Donc j'ai le plaisir d'accueillir 4 galeristes qui représentent magnifiquement le Maghreb. Nous avons Hichem Daoudi pour le comptoir des mines, Marrakech. Nous avons Selma Ferriani qui représente ici sa propre galerie Ferriani et le violon bleu entre Tunis et Londres, n'est-ce pas? Nous avons Yasmine Brada pour la galerie Loft entre Casa et Marrakech. Et Yasmine Azi, donc, qui représente la galerie El Ain entre Paris et Oran. Donc je vais d'abord donner la parole rapidement à nos 4 panélistes pour qu'ils nous expliquent un petit peu, assez rapidement, la ligne de force de leur stand. Voilà, comment une ligne repère, comment ils ont construit leur stand ici à Abu Dhabi. On va commencer peut-être par Yasmine. Bonsoir tout le monde. La construction du stand s'est faite à la base sur un choix délibéré des artistes. Donc, nous avons 2 artistes algériens. Donc, une jeune artiste donc, qui vit en Algérie et qui travaille en Algérie, et un artiste de la diaspora qui est un artiste déjà installé en Europe et connu à l'étranger. Et face à ces deux artistes, il y a un artiste irakien, un jeune irakien. Et en fait, c'est 3 artistes arabes ou de la région MENA et 3 temporalités. En fait, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir, on ne peut pas dire 3 générations, parce qu'effectivement, on a un artiste qui est beaucoup plus jeune, ils sont de générations différentes, mais c'est 3 temporalités. Et j'ai trouvé ça très intéressant de mettre face à face et en écho ces 3 artistes, pour présenter des choses complètement différentes, en fait. Donc, voilà. Merci. On entrera dans le détail des stands. Yasmine, si tu veux nous parler de la manière dont tu as fait ton stand, rapidement. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation, Myriam. Alors nous, notre stand, on l'a articulé autour d'une œuvre de Mohamed Melihi, qui est un artiste marocain, pionnier de la modernité marocaine. Et on a voulu un stand, en fait, qui va relever de la modernité marocaine et de sa continuité à travers les voies contemporaines. Donc il y a cette œuvre de Melihi qui est une œuvre centrale qui va aussi communiquer et dialoguer avec l'œuvre de Malika Agzenay, qui est une artiste moderne également et qui a été une des premières générations à avoir eu Melihi comme professeur, et donc il s'est inspiré de cette modernité marocaine, de cette abstraction à l'époque.
On a aussi mis en résonance ce travail avec l'œuvre de Amina Agzenay, qui est une artiste, qui est une voix contemporaine confirmée aujourd'hui, qui va représenter le pavillon marocain à la Biennale de Venise, au tout premier pavillon marocain à la Biennale de Venise. Mais aussi, nous avons mis tout ça en correspondance et en dialogue avec des voix beaucoup plus contemporaines, comme celle de Nassima Zarzar, Sami Snoussi ou Khadija Lebiet. Voilà. Merci. Selma. Merci Myriam. Alors pour chaque foire, une curation rigoureuse s'impose pour pouvoir présenter notre programme dans les différentes foires. Donc ici à Abu Dhabi, on a choisi des artistes modernes de l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et des artistes contemporains. Et on a créé ce dialogue donc avec Baya, qui est une artiste donc algérienne autodidacte, et Fatma Hassan Farouj aussi. Donc on a essayé de créer un lien entre ces deux artistes. Farid Belkaya, avec une œuvre en cuivre des années 70, qu'on a placé en conversation avec une œuvre de Monia Ben Hamouda, qui est une artiste tunisienne basée en Italie. Et on a aussi montré le travail de Hedi Turki, qui est un artiste de l'école de Tunis et qui est le père de l'abstraction avec des œuvres abstraites des années 80. Merci Selma. Un autre panéliste marocain, Hichem Deoudi. Bonjour. Alors d'abord, la galerie Comptoir des Mines, qui a été fondée en 2016, elle est née sur une idée, c'est qu'elle allait dialoguer avec la société marocaine et qu'elle allait parler des bouleversements sociaux et politiques. Et donc d'emblée, ou dans chaque projet où nous allons, nous aimons montrer ce que la modernité a pu transformer ou aujourd'hui les épreuves auxquelles notre société sont confrontées. Alors sur notre stand, nous avons bien sûr, je vais prendre un peu la structure de ce qui a été dit avant moi, à partir d'une grande installation de Mohamed Qassimi, qui a été peut-être le plus ardent défenseur des droits de l'homme au Maroc et le plus engagé des artistes arabes, ou parmi les plus engagés arabes des années 90, qui a défendu des causes comme la Palestine, qui a eu un engagement total pour la Palestine, qui a dénoncé la guerre en Irak, qui a dénoncé la crise des droits de l'homme au Maroc. Autour de cet artiste central, nous avons bâti une charnière d'artistes. Latefa Toujani, qui avait subi un peu les outrages du temps et une forme de malhonnêteté intellectuelle pour être écartée d'une scène artistique auquel elle faisait pleinement partie, qui était la seule femme artiste marocaine à la Biennale de Bagdad en 1974 et en 1976 à Rabat. Et nous parlons de tous ces artistes, alors beaucoup de regards féminins, avec Fatih Azmouri, Khadija Jeyi, Yasmina Halawi, et donc Latefa Toujani, chacune qui raconte à sa façon des résistances par rapport à un territoire, des résistances par rapport à des traditions, des résistances par rapport à cette modernité qui ne nous laisse pas beaucoup le choix en fait. Comme nous sommes des sociétés d'Afrique du Nord très exposées à l'occidentalisation, très exposées à une modernité violente et rapide, il y a beaucoup de bouleversements. Et donc, notre projet, c'est de venir raconter le questionnement intérieur que nous avons au Maroc et dans lequel beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans les sociétés dites arabes, dites musulmanes, dites africaines, où nous faisons toujours un grand écart pour conserver, mais en même temps nous développer et amorcer une occidentalisation, une modernité. Voilà. Alors, merci en tout cas pour cette belle description de ton stand, Hichem. Tu as en partie anticipé sur un aspect que je voudrais que vous développiez chacun à votre manière. Vous êtes tous des galeristes confirmés, vous avez l'habitude de faire des foires, certains plus que d'autres, et vous savez très bien construire un stand spécifique pour un lieu, pour une foire en particulier. On ne construit pas son stand pour Art Basel Paris comme pour Abu Dhabi. J'ai envie de vous poser la question, on va peut-être commencer par Selma, qui fait beaucoup de foires. J'aimerais que tu me dises comment on construit un stand pour Abu Dhabi. Qu'est-ce que tu veux qu'un visiteur qui n'est peut-être pas spécialiste d'art, qui n'a pas l'habitude d'aller dans les foires, quand il passe devant le stand Ferriani Violon Bleu,
Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent de ton activité en 30 secondes? Comment on construit ce territoire? Quand on vient ici à Abu Dhabi, pour nous, c'est très important de montrer le mouvement moderne et de lier ça au mouvement contemporain. Bien évidemment, il n'y a pas de mouvement contemporain sans cette modernité. Donc, il y a beaucoup d'influences et beaucoup d'artistes contemporains sont influencés par des artistes modernes. Et en venant ici, pour nous, c'est très important de raconter l'histoire dès le début, donc à partir des modernes, et de relier ça aux artistes contemporains et aux pratiques contemporaines qui sont plus reliées à des sujets plutôt sociaux, politiques, et les modernes plutôt historiques et des sujets de territoire. Donc, Abu Dhabi, c'est particulier pour nous. Et surtout, en venant ici, il y a l'intérêt des institutions. Et dans une collection institutionnelle, on parcourt les différents mouvements en partant des modernes vers les contemporains. En allant vers Art Basel, ou Paris, on montre plus notre programmation contemporaine, donc ce qui se passe vraiment à la galerie, mais aussi tout ce qu'on fait en dehors de la galerie, hors les murs, au niveau des résidences, au niveau de notre laboratoire, qui est un laboratoire qui est en création permanente en Tunisie. Et c'est notre manière de défendre nos artistes et de créer des ponts entre les différentes cultures, que ce soit ici au Moyen-Orient ou bien en Europe ou dans le monde. Yasmine, ton stand, tu nous le disais tout à l'heure, donc tu as amené des œuvres, tu as amené une œuvre de Mlihi, pionnier de la modernité marocaine, Malika Agheznei, génération un peu plus jeune mais moderne également, Amina Agheznei, qui est donc une artiste pivot, hein, elle n'a pas 30 ans, hein, c'est une artiste qui a pratiquement 60 ans, mais qui est pleinement dans le moment contemporain. Elle représentera le Maroc à la Biennale de Venise. Et tu as les plus jeunes. Comment, toi, tu as fait pour construire ce stand? Qu'est-ce que tu as voulu montrer du Maroc qu'un visiteur peut percevoir rapidement, même sans s'arrêter longtemps sur ton stand? Comment est-ce que tu as conçu ton stand pour Abu Dhabi spécifiquement, toi qui fais aussi beaucoup de foires? Alors en fait, il faut comprendre que quand on arrive dans un stand, on arrive auprès d'un public nouveau. Donc quand on va partir à Armorichaud en septembre, par exemple, on a emmené des artistes plutôt figuratifs, où Amina Rizki, par exemple, a eu énormément de succès. La semaine dernière, on était à Paris Photo, on avait un photographe documentaire qui est un National Geographic Explorer, Mohamed Kilito, ou alors encore une artiste beaucoup plus jeune, mais qui, elle, va être beaucoup sur la photographie conceptuelle, Hiba Badou, qui a gagné le prix Saatchi Galerie et qui va plaire et parler au public français. Quand on va Art Basel Paris, c'est encore autre chose que l'on va montrer. Ici, comme le disait si bien Selma, il y a un engouement certain pour l'art moderne. Alors il faut savoir que l'art moderne africain en général connaît une temporalité assez forte, parce que en témoigne par exemple l'exposition sur les modernistes nigérians à la Tate qui se déroule en ce moment même. Il y a eu présence arabe à Paris au musée moderne. On a eu la Tate Saint-Yves avec toute l'école de Casablanca qui a voyagé à Sharjah ici. Mais c'est vrai que dans le monde arabe, il y a une connaissance assez forte du modernisme en général et du modernisme marocain. Donc quand on construit un stand et qu'on vient ici, on a envie de raconter l'histoire de notre galerie, la démarche. Nous, ça fait 17 ans que la galerie existe et depuis le départ, on a démarré par la modernité marocaine. On a été très vite en relation avec des artistes comme Melihi, Shba, Belkahia ou encore Hamidi. On a travaillé pendant plus de 12 ans avec Melihi, avec une relation très forte. Et voilà. Donc quand on vient ici, on a envie de continuité et aussi de raconter notre histoire, comme le disait Selma. Et donc on construit ce stand à travers ça, mais aussi on veut que le visiteur, quand il arrive, très vite on va lui faire la visite, on va lui expliquer une réalité de l'époque. Alors je le dis parce que sur notre stand, il y a une œuvre de Malika Agheznei qui s'intitule Mouja. Mouja, c'est aussi la vague de Melihi, la vague en arabe, la vague de Melihi.
la forme ondulaire de Malika Agzenay, mais c'est aussi le nom de la fille aînée de Melihi, qu'il a appelée Mouja, et qui est l'amie intime de Amina Agzenay. Pourquoi ? Parce que à cette époque, Malika Agzenay, qui était une artiste moderne et qui a cristallisé ce mouvement, pas en étant une figure pionnière les premiers artistes du modernisme, mais en étant leur élève, en travaillant avec eux, en les côtoyant, mais surtout en jouant un rôle majeur, c'est-à-dire qu'elle a réuni ces artistes-là. Ils étaient toujours chez elle à la maison. Donc ce mouvement, il existait sur un papier, mais il a existé réellement aussi à travers des réunions, à travers des choses. Donc ces petites Malika, à l'époque Amina Agzenay et Mouja, elles étaient entourées de leurs parents. Elles ont grandi ensemble, ça a fait une amitié. Et est née de cette œuvre Mouja qui est sur notre stand. Donc voilà, c'est des histoires qui se racontent comme ça, plusieurs années plus tard, et qui ont quand même une certaine magie. Et à côté, on va avoir un artiste comme Nassim Azarzar qui va s'inspirer de la culture vernaculaire, qui est un peu au même titre de cette réflexion moderniste à l'époque, va venir réinventer des symboles populaires et les inscrire dans une forme d'abstraction qui va aussi parler en résonance avec les autres. On a l'artiste Sami Snoussi et Khadija Albied qui va, elle, aller dans un travail beaucoup plus conceptuel. Donc voilà, c'est montrer un peu différents médiums, différents supports, différentes temporalités, comme le disait Yasmine, mais avec une résonance et une histoire qui va se raconter de manière, on va dire, technique, mais aussi avec une certaine humanité, un certain humanisme qui raconte simplement l'histoire de personnes dans le temps. Et ce que ça donne plusieurs années plus tard. Voilà. Merci Yasmine. Yasmine, si tu veux nous expliquer comment tu as conçu ton stand et justement ces questions de temporalité peut-être, et comment d'un premier regard on construit un territoire loin du folklore et loin des caricatures. Oui, justement, moi j'ai pris un autre parti pris, cette fois-ci néanmoins, c'est d'avoir pris plutôt des artistes contemporains, justement pour voir comment ça... C'est la première fois que j'expose, où je participe à Abu Dhabi. Et j'avais envie de voir... ce qui m'intéresse aussi, c'est les jeunes collectionneurs. Donc cette partie-là m'intéressait beaucoup de voir comment pouvaient réagir de jeunes collectionneurs. Je n'ai pas cité les artistes que je présente. Donc on a Bilal Bahir qui n'a pas encore 40 ans, qui est déjà c'est un artiste belgeo-irakien qui est déjà très connu en Belgique, qui a sa façon de travailler. Donc ce sont des artistes c'est un jeune artiste mais qui a du vécu. Il a vécu jeune la guerre, l'invasion des États-Unis, son déplacement. Donc toute une histoire comme ça où il y a un fil conducteur par rapport à son passé, par rapport à sa culture. Et face à ça, on a Salim Le Kouarat qui est beaucoup plus âgé, qui est un artiste qui est très connu. En France, il est déjà dans des musées et qui a aussi vécu autre chose. Il a vécu la guerre d'Algérie, un village, il est berbère, un village détruit. Donc c'est un face-à-face qui est complètement différent. Il y a une narration qui est complètement différente, mais qui est très intéressante dans le sens où la lecture est très, comment dirais-je, elle est très précise et très claire par rapport d'un artiste à l'autre. Et d'autre part, on a Faiza Jeffel, qui est une jeune artiste qui a la soixantaine, qui vit en Algérie, qui vit à Oran. Et ça, pour moi, c'était aussi important parce que les artistes femmes, en général, que ce soit, parce qu'on ne parle pas d'Afrique ou seulement du Maghreb, mais en Europe aussi, il ne faut pas oublier que ce sont souvent les hommes qui sont mis en avant. Et pour moi, c'était important parce qu'en Algérie, ou je pense dans le Maghreb, où à un moment donné, l'art, effectivement, les personnes travaillent, elles sont enseignantes, etc. Et à un moment donné, elles s'éloignent un peu de l'art. Et pour moi, c'était important d'avoir justement Faiza Jeffel dans cette foire, justement, pour soutenir et apporter cette force féminine entre deux artistes hommes. Voilà.
Alors j'aimerais qu'on dézoome un petit peu, on est rentré dans vos stands, dans le détail de vos stands. Ce qui m'intéresserait aujourd'hui, peut-être pour ceux qui ont l'habitude vraiment de faire des foires, et notamment ici au Moyen-Orient, mais aussi dans d'autres pays, j'aimerais savoir ce qui se passe après une foire. Quelles sont les relations durables qui sont construites, notamment avec les institutions, avec les institutions, avec des grandes collections privées, publiques. Je pense qu'évidemment, au moment où vous vendez une œuvre importante ou une relation se noue avec une institution, ensuite, une relation durable, évidemment, se poursuit. Au moment de l'exposition, vous êtes contacté pour des prêts. Il y a des questions de résidence, d'archives. Hicham, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cet aspect, toi qui fais souvent la foire de Dubaï et celle d'Abu Dhabi? Est-ce que tu voudrais nous dire comment ça se construit tout ça? En fait, la foire d'Abu Dhabi, c'est la première fois que je la fais. Et j'espère bientôt avoir assez d'informations pour en tirer les conclusions nécessaires. Ma présence dans le Moyen-Orient et le travail auprès d'institutions du Moyen-Orient a commencé avec le Qatar dès 2008-2009. Alors tu peux préciser peut-être ici que tu parles en tant que double casquette, puisque tu as la galerie, mais Hicham a aussi une maison de vente depuis plus de 20 ans, donc voilà, la relation est ancienne. Dans la relation aux artistes modernes, il a fallu notre rôle de passeur. Nous devons raconter des histoires, nous devons montrer les liens qui ont pu unir les territoires du monde arabe, nous devons montrer tout ce qui nous rapproche et nous devons tisser toujours ces liens pour montrer que nous avons beaucoup à nous apporter les uns et les autres. Donc, quand nous travaillons avec des institutions au Moyen-Orient ou des collectionneurs privés, que ce soit pour une première acquisition ou des grandes collections, ben justement, nous souhaitons enrichir la relation et les tenir au courant de tout ce qui s'est passé dans notre scène et souvent montrer déjà des relations d'artistes de leur territoire qui se sont rendus au Maroc ou des expériences inverses qui ont eu lieu. Donc, montrer qu'il y a eu des connexions et des routes de l'art depuis les années 50 et même parfois plus tôt, parce que la Tunisie a eu des écoles, ont eu des artistes voyageurs dès les années 40. C'est toujours important de montrer que nous avons toujours été en contact et aux connexions, que ce soit le festival d'Alger de 1969, qu'il y a eu bien sûr des grandes biennales au Caire, qu'il y a eu aussi des grands événements arabes au Liban, et aussi quand il y a eu le présumé musée palestinien qui a été détruit en 1978, il y avait tellement de connexions avec les artistes du monde arabe les uns les autres. Nous sommes toujours là pour raviver ces liens et dire que nous devons bâtir de nouvelles relations. Donc chaque fois, les institutions et les collectionneurs doivent nous voir comme des porteurs ou des gens qui veulent recréer ou qui sommes sur le point de recréer des liens. Voilà, c'est ça qui compte. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'institutions ici, par exemple, que tu as côtoyées, enfin que tu as touchées pendant des foires, et qui ensuite reviennent vers vous, par exemple, pour sourcer des prêts pour des grandes expositions? Est-ce que c'est vers vous qu'ils reviennent pour des grandes expositions? De mon expérience avec la Fondation Bargil ou la Fondation DAF à Beyrouth, ou le musée du Qatar, ou le Guggenheim Abu Dhabi, ou D-City de manière générale, oui, nous avons souvent transmis des archives, nous avons pu mettre en relation des artistes et des curateurs, ou permettre parfois des crédits d'image quand on n'arrive pas à joindre les familles, ou permettre à ce que des tournages soient réalisés dans les ateliers d'artistes. En fait, nous sommes des facilitateurs. Et nous sommes aussi des banques de données qui doivent toujours être à la disposition de ces institutions et, si possible, essayer d'organiser des visites, des voyages, d'informations, parce qu'il faut toujours nourrir le lien. Bien sûr. Il faut toujours donner de l'information et entretenir le lien. Selma, sur ce même sujet? Alors, avec les institutions, quand on arrive sur les foires, ce n'est pas suffisant pour créer une relation efficace et durable. Donc en général, on les invite à venir voir notre ancrage local, c'est-à-dire voir ce qui se passe chez nous localement,
pour comprendre exactement comment les choses prennent forme. Et c'est vraiment, on a commencé à faire ça d'une façon très très régulière en Tunisie, en les invitant à venir d'abord découvrir notre programme, de faire des studio-visites, de rencontrer des collectionneurs d'autres institutions locales pour mieux comprendre d'où on vient et tout ce qu'on est en train de faire. Donc sur place, il y a moyen de vraiment montrer quelque chose de très très précis. C'est une relation donc, qui prend du temps à se développer. En arrivant sur les foires, je dirais il y a plus des confirmations, soit de collaboration, soit d'acquisition, soit la possibilité bien sûr d'avoir des conversations avec des conservateurs ou des commissaires pour des biennales, ou bien pour des résidences aussi d'artistes. Donc, c'est des conversations qu'on a déjà commencé à... Pardon d'intervenir, Ouais, surtout qu'aujourd'hui, il y a une réécriture de l'histoire de l'art. On s'est rendu compte que nos histoires de l'art avaient beaucoup de... comme des gruyères, avaient beaucoup de trous. d'inconnus. D'ailleurs, les New Narrative, Rewrite the New Narrative, On y travaille. voilà, c'est quelque chose de très important. Donc, l'invitation, compléter les... En fait, l'histoire reste à écrire et nous devons jouer un rôle pour permettre de combler les manques actuels, pour avoir une vraie vision de notre paysage artistique. Okay. Yasmine, sur ce sujet de l'après-foire et des relations plus institutionnelles, plus, je dirais, sur la provider d'éléments plus intellectuels, disons moins dans le commercial, mais plus sur la relation avec les institutions. Moi, je suis assez d'avis de Selma, parce que en fait, c'est pas une relation qui va se créer sur un stand ou sur un moment court comme ça. C'est vraiment, en fait, une galerie fait un travail qui est assez... c'est un peu une toile d'araignée. Donc, on va poser un peu des briques un peu là et là et là. On va être vu dans une foire, puis dans une autre. On va faire une exposition dans nos espaces. Puis nos artistes vont être invités dans des institutions, etc. Donc c'est tout ce paysage. Surtout aujourd'hui avec la digitalisation, il n'y a plus de frontières. Et en fait, les institutions nous connaissent sans même nous avoir rencontrés. Donc déjà, il y a un phénomène d'identification. Donc ils identifient un artiste dans une galerie. Donc à partir de là, on reçoit tous les jours des emails d'institutions, comme le disait Hicham, qui ont besoin d'informations, de copyright, d'informations manquantes ou aussi de prêts d'œuvres, etc. Donc déjà, il y a des relations qui se créent virtuellement, où il y a des prêts qui se font, où il y a on rentre en contact, où il y a des Zooms, il y a des calls, etc. Et comme le disait très bien Selma, on est sur un stand et là, il y a une personne qui s'adresse à vous et c'est la personne avec qui vous avez discuté pendant des mois. Et donc là, il y a une relation physique qui se crée, on voit la personne et déjà ça crée un lien un peu plus fort. Bien sûr, on peut rencontrer pour la première fois une personne et que les choses se font, mais j'ai l'impression, c'est des choses qui se font doucement. Il est très difficile, pour répondre à ta question, Mariam, de matérialiser l'impact d'une foire sur... Il n'y a pas d'impact direct, il n'y a pas un effet cause-effet, voilà. C'est quelque chose qui va arriver dans le temps, c'est un travail, c'est une réputation qui se construit aussi. La réputation est très importante. Et petit à petit, il y a aussi un travail aussi avec les curateurs. Les curateurs jouent un rôle énorme dans ce phénomène de faire rentrer les artistes dans des musées, dans des collections, parce que les curateurs vont porter un certain regard, vont venir raconter une certaine histoire d'un angle de vue. Donc le même artiste va pouvoir intéresser telle institution, mais ça sera différent parce que ça racontera quelque chose de différent. Donc, je pense que le monde est vaste, mais à la fois c'est un petit monde et un artiste peut raconter plusieurs histoires à la fois. Je le vois juste, je vois juste par exemple, Amina Agzenay a exposé à la Biennale de Sao Paulo. Donc, elle a été invitée à la Biennale de Sao Paulo. Depuis, elle a connu un succès énorme au Brésil. Nous, on n'est jamais allé au Brésil et pourtant, on a vendu beaucoup au Brésil ces derniers temps. Voilà. Et beaucoup à des institutions. Des institutions qui sont venues nous trouver sur notre stand à 1,54 à Londres et qui ont acheté des très gros montants
parce qu'ils avaient déjà vu son travail à Sao Paulo, on les avait jamais rencontrés avant. Donc c'est un exemple de choses qui peuvent arriver. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé des modernes. J'aimerais bien qu'on s'intéresse un petit peu, parce que finalement, on vit dans un temps. Les collectionneurs ici, je vois beaucoup de collectionneurs très jeunes. Hein, j'ai vu dans les allées de la foire, il y a des jeunes gens qui viennent et certainement qui s'intéressent aussi aux artistes de leur génération. J'aimerais bien que vous me disiez comment vous construisez une relation entre des contemporains. Yasmine, peut-être, si tu peux nous donner ton expérience là sur cette foire en particulier. Comment est-ce qu'on fait pour tisser un lien entre un jeune collectionneur et les jeunes artistes qu'on a dans sa galerie? Et finalement, souvent, ce sont des primo-acheteurs. Ils viennent, ils construisent des jeunes collections. Comment est-ce qu'on devient un petit peu aussi conseiller de son propre pays pour des jeunes collectionneurs? Moi, en fait, je conseille souvent les personnes d'acheter des œuvres d'artistes qui ont leur âge. Hein, c'est la première des choses à faire, parce qu'effectivement, on a tendance d'attendre et puis à un moment donné, de commencer à avoir une frénésie d'achat, comme actuellement avec l'artiste Beya. Donc tout le monde veut acheter du Beya parce que Beya a pris de la cote, mais ce que j'explique aux collectionneurs, c'est n'attendez pas que l'artiste meure pour acheter. Donc c'est souvent très intéressant et de cette manière, je dirige un petit peu les artistes, par exemple, pour acheter, les collectionneurs, les jeunes collectionneurs, pour acheter des œuvres de jeunes collectionneurs. Et je reviens aussi un petit peu à ce que disaient mes confrères tout à fait par rapport aux foires. C'est-à-dire que à la fin du foire, c'est le début d'un travail. Donc sur plusieurs fronts, d'autant plus que dans le Maghreb, la littérature est importante, c'est-à-dire que nos artistes ont besoin aussi, c'est-à-dire indépendamment des foires, des livres. Et par exemple, moi j'accompagne aussi les artistes, je suis aussi coéditrice, j'ai une maison d'édition, et donc j'édite entre autres des artistes, pour que justement, indépendamment du catalogue de la galerie, mais pour qu'ils soient justement retrouvés dans une librairie. Et c'est une façon aussi d'accompagner l'artiste par rapport à des collectionneurs ou des institutions. Et donc ce travail-là est aussi très important en tant que galeriste. Merci. Selma, peut-être sur ce lien entre les contemporains, artistes et collectionneurs, et le fait de tracer une énergie au sein de la jeunesse. Les foires, ça peut être un bon point de départ, je pense, parce qu'on découvre plusieurs galeries, on essaye de comprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, des récits qui nous touchent, des conversations, des dialogues qui nous intéressent. Donc ça peut être un point de départ intéressant. Mais je pense aussi, pour les jeunes collectionneurs, c'est d'abord de suivre le programme de la galerie. Donc, ils peuvent, par exemple, commencer par l'achat d'une œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est d'abord qu'ils deviennent des mécènes de la galerie et qu'ils continuent à suivre notre programme, l'évolution de l'artiste, qu'ils rencontrent l'artiste, qu'ils participent à nos discussions, à tout ce qui se passe, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la galerie, parce que tout commence dans la galerie. Et après, on cherche le rayonnement international. Mais si on n'est pas ancré, si on ne fait pas un travail déjà dans notre écosystème et pour notre public déjà localement, c'est très important, sérieux, on ne peut pas aller à l'international et vouloir avoir une place. On doit d'abord avoir une place chez nous, développer notre écosystème et ensuite aller vers le monde. Et comme disait Yasmine, il n'y a pas de frontières, bien évidemment. C'est l'art contemporain, les dialogues sont sans frontières. Donc un artiste tunisien peut avoir un intérêt avec un collectionneur brésilien. Donc le dialogue est illimité. Mais pour moi, c'est vraiment avoir une programmation solide dans sa galerie. Chez soi déjà. Oui. Hichem, sur ce sujet, je pense que tu es intarissable sur le fait de construire un discours très ancré déjà chez soi.
Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience du comptoir des mines à Marrakech en particulier sur le contemporain? En tout cas, moi je pense que les artistes ont besoin d'abord d'un territoire de légitimité. Donc déjà, convaincre le public, leur public, de leur expérience artistique. Déjà, le travail de médiation et de faire comprendre les recherches qu'ils mènent est très important à travers les catalogues, les réseaux sociaux qui sont les outils aujourd'hui les plus faciles pour absorber de la connaissance et d'accueillir, en fait, d'essayer d'accueillir le public des écoles. Je trouve que c'est très important. Tu peux développer le cas de Hassan Darsi en particulier que tu as sur ton stand. Donc Hichem a cet artiste, Hassan Darsi, qui est un activiste. Artiste, pas le seul, mais... Artiviste, comme voilà, ouais. Mais... Bon, mais en tout cas, Hassan Darsi a questionné longtemps les problèmes d'urbanisme dans nos sociétés, plusieurs irrégularités de nos sociétés, en fait. Et ben, ces œuvres, enfin, par rapport à l'expérience au comptoir des mines, nous réalisons toujours des expositions hybrides, un peu de la taille des musées, dans une galerie commerciale. Et c'est vrai que pour le public, qui va découvrir sur 800 mètres carrés un parcours d'exposition où on va décomposer plusieurs idées dans plusieurs espaces, ça a un côté très pédagogique. Et je trouve que c'est essentiel que les gens qui vont venir visiter, eh ben, ils vont prendre un paquet d'informations. Le commerce est toujours quelque chose qui aura lieu dans un second temps quand on aura réussi à convaincre les gens. Mais ce qui est important, c'est que les artistes de notre époque soient d'abord bien compris par leurs semblables, je dirais, avant de pouvoir éventuellement les rapprocher d'autres publics étrangers. Donc Hassan Darsi, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on l'entraîne avec nous dans une foire à l'international, parce qu'il y a tout ce rapport à la construction, aux échafaudages, à nos sociétés, qui d'une manière ou d'une autre, ici à Abu Dhabi ou à Dubaï, il y a cet effort et ce développement urbain incroyable. Ben, il y a toujours aussi les contre-coups de ces développements qu'on peut questionner. Il y a la notion d'intifada avec la question politique de la Palestine derrière, avec cette densité, cette compression qui fait exploser toujours des éléments. Et donc c'est ce qu'on peut voir aussi sur le stand, avec cette couleur or qui est l'or de la finance, l'or du commerce, ou le veau d'or. Donc il y a toujours ce discours politique qui nous ramène à des enjeux géostratégiques. Et ça, on aime bien que les artistes nous parlent du monde à leur manière. Mais nous devons entraîner les gens à se poser les questions. Pourquoi l'artiste traite le sujet de cette manière? Que veut-il dire? Et moi je pense que l'artiste ne doit jamais tout révéler et le public doit toujours faire le chemin, la moitié du chemin pour comprendre. Merci Hichem. Si on rezoome encore un peu plus sur le contemporain, et comme on est dans une foire et que une foire c'est l'occasion rêvée de rencontrer un public très dense et un public peut-être un peu différent de celui qu'on a sur nos propres territoires dans nos galeries, j'aimerais que vous me disiez chacun pour votre expérience personnelle, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait certaines esthétiques, certaines formes esthétiques, matériaux, donc textiles, bois, certaines textures, certaines thématiques, certains formats ou certains discours tout simplement auxquels le public d'Abu Dhabi est plus sensible par rapport à l'idée que vous faisiez du public. Vous arrivez avec peut-être une connaissance de vos propres audiences, là où vous exercez vos métiers. Et ensuite, quand on arrive sur une foire, il y a d'autres sensibilités. J'aimerais bien, Yasmine, que tu nous dises sur le contemporain, comment tu ressens le goût du public ici à Abu Dhabi. Je dirais que c'est un peu trop tôt, mais à mon avis, enfin, ce que j'ai vu, il y a une résonance en tous les cas. Il y a une résonance, il y a beaucoup de questionnements. Sur quel de tes artistes en particulier? Alors, tout dépend des générations. On a effectivement la jeune génération qui est très attirée par Bilal Bahir, justement, par son narratif, ce côté un peu poétique et onirique. Et aussi, de l'autre côté, on a
beaucoup de femmes qui sont attirées par Faiza Jeffel sans voir le nom, parce que bon, les noms, c'est très intéressant, hein, parce qu'il y a effectivement ce travail du textile, la peinture, donc il y a une espèce de sensibilité, un attrait. Et aussi différentes personnes, différentes nationalités aussi sur le travail de Salim Le Kouarat, qui est plus dans le contemporain, mais aussi cette écriture, cette graphie qui attire. Donc, on se dit, est-ce que c'est de l'arabe? Et finalement, en s'approchant, c'est pas de l'arabe. Donc, il y a beaucoup de questionnements comme ça. Et c'est assez intéressant, mais c'est éclectique. Je peux pas dire que mais c'est vrai que Bilal Bahir, vraiment une génération de jeunes qui est vraiment très attirée comme... c'est presque hypnotique, on y va directement parce que on se retrouve. Et on se retrouve dans son narratif. Yasmine, pour ton expérience personnelle, peut-être sur Sami Snoussi, sur Amina Agzenay, comment tu ressens le goût du public ici spécifiquement? Quelles sont les questions qui te sont posées sur le stand? C'est assez tôt, effectivement, pour le dire, mais on n'a pas assez de recul. C'est aussi la première fois que je participe à Art Abu Dhabi. C'est vrai que le travail de Sami Snoussi plaît beaucoup. Alors le travail d'argile, de terre, et aussi ce mix média avec la peinture et ce travail qui est d'un alphabet, d'une invention d'alphabet qui fait un peu penser à de la calligraphie. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui touche facilement les gens et plus des jeunes collectionneurs, plus le public. On va avoir un intérêt beaucoup plus des institutions, beaucoup plus sur les artistes modernes et sur l'abstraction, sur le travail d'Amina Agzenay également. Quoi qu'on sent quand même un intérêt sérieux sur le textile, sur le travail qui va être assez proche de quelque chose qui va être dans la culture de l'artisanat, des choses comme ça. Donc ça intéresse beaucoup et ça interpelle. Il y a un vrai questionnement sur la technique, sur la matière, sur la démarche. De façon générale, le storytelling, l'histoire derrière l'œuvre interpelle énormément et c'est ce qu'on vend. Les gens ont besoin d'acheter une histoire. Ouais. Et l'artiste aussi qui a eu beaucoup de succès, c'est Nassim Azarzar. Donc ça, je pense, c'est les couleurs. Tout de suite, ça a plu au plus grand nombre. Institutions, plus jeunes collectionneurs. Il faut dire que c'est des prix aussi très accessibles. Mais voilà, la démarche a plu. Et puis aussi cette abstraction. C'est un art qui est facile aussi à appréhender, je pense. Selma, peut-être sur le goût du public ici, sur le contemporain en particulier. Alors la diversité des médiums, c'est quelque chose qui fait partie des réflexions qu'on fait à la galerie de toute façon par rapport aux différents artistes et aux différents médiums utilisés pour avoir une diversité dans notre programmation, mais aussi dans dans notre programmation, mais aussi par rapport à la production contemporaine qui sort de la galerie. Maintenant, je dirais, c'est pas seulement Abu Dhabi, mais c'est la peinture aujourd'hui. Là où on va, c'est la peinture qui est number one. On a envie d'acheter de la peinture. C'est plus facile à faire bouger. C'est plus traditional. Donc la peinture, c'est toujours ce qu'on vend le plus. Les installations, la vidéo, les animations, ça reste toujours très compliqué. Les tissages, alors c'est très intéressant parce que en tout cas par rapport à la production contemporaine en Tunisie et en Afrique du Nord d'ailleurs, vu qu'on représente aussi des artistes algériens et marocains, c'est un savoir-faire qui existe dans le Maghreb. Donc les artistes tunisiens, marocains ou algériens s'inspirent aussi de ce savoir-faire, travaillent avec les artisans. Et quand on invite des artistes étrangers à venir en Tunisie, à produire en Tunisie, la première réaction, c'est d'aller vers ça, c'est d'aller vers ce savoir-faire, que ce soit à travers donc le tissage ou donc la terracotte, la céramique. Et c'est là c'est ce que je trouve très intéressant, parce que là, sur le stand ici, on montre le travail d'Elena Damiani, qui est une artiste péruvienne, mais c'est une œuvre qu'elle a produite en Tunisie quand elle est venue en résidence, à partir d'un marbre unique qui
qui se trouve seulement en Tunisie, qui s'appelle le marbre Aziza. Et c'est une installation qui a fait le tour de plusieurs biennales. Et je trouve ça très intéressant par rapport à notre rôle comme galeriste, de pouvoir avoir une création qui est reliée à notre territoire, même si l'artiste peut venir d'ailleurs. Et là, on sort complètement, on se démarque complètement. C'est vrai ce que tu dis, Selma. Pardon, Marim, parce que nous, on se positionne toujours. Qu'est-ce que nos artistes vont avoir à montrer à l'international? Qu'est-ce que nos artistes vont pouvoir tirer d'une résidence en Europe, je ne sais où? Mais il faut aussi notre rôle, c'est aussi d'inviter des artistes d'une autre scène artistique à venir explorer notre territoire. Et c'est là que de grandes choses en ressortent. Et on va en parler des résidences, etc. Je pense que les galeries aussi, en tout cas, nous, on a lancé un programme de résidence et on invite des artistes qui ne sont pas forcément des artistes de la galerie à venir explorer notre artisanat, nos savoirs, ou en tout cas d'avoir comme cours d'exploration notre pays, notre culture. Voilà. Mais ça a toujours été le cas, par exemple en Tunisie, quand Paul Klee a visité la Tunisie, on parle aujourd'hui encore de la période tunisienne de Paul Klee. Ah oui. On parle aussi de Kandinsky, quand il est venu en Tunisie, il a eu une très belle exposition à la Tate, et l'influence de la Tunisie sur son travail. Et des fois, c'est des choses très simples. Ils ont parlé, il est resté, il a parlé de la lumière. La lumière en Tunisie a changé sa manière de voir les choses, des choses très simples. Et je trouve ça super intéressant. Il n'y a que les artistes qui peuvent attirer ce genre de richesse chez nous. Et Hichem, je te vois sourire. Je pense que tu veux dire que nous aussi au Maroc, notre lumière, elle a touché des grands artistes. L'histoire de l'art occidental. Bien sûr. Qui se raconte à travers leur voyage en Afrique du Nord, pour moi, est très exotique. Bon, alors attention, c'est un autre sujet. Et comme je voudrais laisser du temps, vas-y, sur le contemporain. Je ne vais jamais appuyer sur ces sujets-là. Alors, je voudrais qu'on laisse un petit peu de questions-réponses peut-être pour le public. J'espère qu'il y en aura. Je voudrais juste rapidement conclure. J'espère qu'on a réussi à vous montrer une sorte de panorama de ce que c'est que d'être galeriste au Maghreb. D'abord pour expliquer aussi que construire un stand, c'est pas une vitrine, c'est une vraie réflexion sur ce que c'est que de parler de son pays, de montrer la complexité de son pays, la complexité du travail qu'on fait au sein de son pays avec ses propres artistes, en faisant circuler des artistes d'autres scènes, comme nous l'a très bien dit Selma. Il faut aussi pointer du doigt que les galeristes au Maghreb sont vraiment des magiciens. Ils savent travailler avec des artistes, avec la modernité, avec les émergents, en organisant des résidences et en s'adaptant. Peut-être qu'il y aura des questions sur la logistique et tous les aspects de ce que c'est que de construire un stand. Et là, je pense que nos invités auront des choses à dire si vous le souhaitez. On a beaucoup aussi parlé de modernité parce que à Abu Dhabi Art, ce sont des sujets qui sont évidemment fortement adressés et qui intéressent les institutions et les collections privées et semi-privées. De dire que toutes les galeries nous l'ont montré ici avec leur stand, que la modernité, c'est pas un patrimoine figé, mais que c'est un patrimoine qu'il faut aller interroger, il faut réécrire l'histoire, il faut éclairer le passé à la lumière du présent et pas l'inverse. Aujourd'hui, les mouvements d'histoire de l'art se font dans ce sens et nos galeristes ici présents l'ont bien montré avec leur stand. Et surtout, si vous allez visiter leur stand, vous verrez que les scènes émergentes de nos pays sont très très fortes. Ce sont des scènes qui sont très vivantes. Donc merci à tous en tout cas de l'avoir montré. Évidemment, ça continue sur les stands. Il faut aller voir de manière tangible ce que nos invités ont raconté. Peut-être peut-être déjà des questions et puis ça vous permettra de réagir. Oui. Oh ben voix haute, on est peu nombreux, sauf si peut-être. C'est comme le stade de Monaco. Merci pour ce panel très intéressant. Je connais quelques-uns des panélistes dont je suis le travail. Oui, je pense que c'est pas très. Merci. Dont je suis le travail et notamment Hichem que je découvre. Et son intervention très intéressante sur les liens entre le monde arabe et le Maghreb. Moi-même, j'ai des liens avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie parce que j'ai grandi dans les trois pays, donc je connais quelques-uns des intervenants. Est-ce que vous avez déjà imaginé travailler ensemble
sur un événement international comme une biennale à Venise, par exemple, de faire un stand maghrébin. C'est un sujet qu'on avait évoqué avec Salma à l'époque. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez imaginer à l'avenir tous ensemble? Une force de frappe ou... Je vais répondre. Tu réponds? Je vais répondre. J'ai ma petite idée aussi. Non, pas du tout. Bon, en tout cas, pour la Biennale de Venise, c'est pas possible parce que la Biennale de Venise, c'est des invitations par pays. Et donc, nous ne pouvons pas répondre par une proposition collective. Donc, mais par contre, avoir un projet off durant la Biennale de Venise, c'est possible. Si on a une curation qui fait l'unanimité entre des professionnels de l'art. Maintenant, le plus important, c'est que ce qui est dommage, c'est que souvent, les galeristes, on se retrouve à Paris, on se retrouve à Dubaï, on n'a pas d'événement qui nous lie chez nous au Maghreb. Ouais. On en a eu un pour lequel dont j'ai payé très cher le tribut, Marrakech Art Fair en 2010-2011, où j'avais accueilli la scène tunisienne, où j'avais accueilli d'autres acteurs du monde arabe. Mais il nous manque un événement important chez nous, en Tunisie, en Algérie. Nous, on est très curieux de découvrir la scène algérienne, et je l'ai dit à Yasmine la dernière fois. Dans Diptyque, on la couvre beaucoup, la scène algérienne. Oui, mais on est curieux, on a de la matérialité. Moi, je voulais faire une exposition qui s'appelle Le Vent d'Est, et inclure et la scène algérienne et la scène tunisienne. Malheureusement, c'est très dur en logistique, parce qu'il y a des lois pour sortir les œuvres qui sont encore très complexes. Et voilà. Mais il y a eu des projets, si je peux me permettre, il y a eu des projets, je dirais qu'avant les printemps arabes, il y avait une dynamique des scènes arabes très compactes et très positives. Et il y a des grandes expositions qui ont fait date. Il y a eu une exposition de Lina Lazare en marge de Venise qui s'appelait, je ne sais plus si c'était The Future of a Promise ou si c'était The Future of a Promise, qui était une super... Moi aussi, toujours. J'avais le tote bag pour me le rappeler, mais quelqu'un me l'a piqué, du coup, je ne me souviens plus. Et il y a eu l'expo Traversée de Brahim Alaoui. Il y a eu beaucoup d'expos pan-arabes qui permettaient de lier le monde arabe dans un mouvement et de montrer aussi tout ce qu'on a de commun dans les scènes émergentes, sans parler évidemment des mouvements modernes. Mais c'est vrai que ce sont des projets à envisager. Il faut faire des grandes expos sur les modernes du monde arabe. Ça, c'est évident. Et aussi des expos sur les émergents. Oui. Je crois qu'il y a le prochain talk qui attend à aller à la porte. Alors peut-être une question, s'il y en a dans la salle. Je vois que dans la salle, nous avons Madame la fille de Njam Hdaoui, dont j'ai vu une très belle expo. Ah, pardon. Et oui, monsieur. Il est là. Voilà. Peut-être vous voulez poser une question. Quelle différence faites-vous entre le mot art moderne et art contemporain? Quelle différence faites-vous? Alors, je laisserai peut-être Selma dire un mot, et ceux qui veulent intervenir sur ce sujet. Ça, c'est un vrai débat d'historien d'art qui n'est pas fini de... Alors, je pense que ça dépend des territoires. Par exemple, pour nous au Maroc, je vous réponds très clairement, la modernité, c'est avec l'indépendance. C'est quand des artistes marocains, mais on peut dire aussi algériens, tunisiens, créent et ont une relation avec l'identité et réinterprètent les grands idéaux politiques qui ont amené aux indépendances. L'art contemporain vient dans la bascule, pour moi, à partir de l'utilisation de nouveaux médiums, à partir des années 80-90, quand on déforme l'objet artistique, quand l'œuvre devient hors cadre, quand l'œuvre ne répond plus à des normes, quand l'œuvre s'associe à plusieurs technologies. Donc il y a une différence entre les deux quand on a un regard un peu de professionnel. Mais les artistes modernes ont d'abord été des artistes contemporains. Ils ont été des contemporains. C'est une catégorisation qui bouge avec le temps. Et les contemporains d'aujourd'hui vont être les modernes de demain. Voilà. C'est aussi beaucoup une catégorie qui a été fabriquée par les maisons de vente, il faut le dire. C'est beaucoup les maisons de vente qui fabriquent les historiens d'art. Alors, si tu parles des historiens d'art, l'art moderne, c'est vraiment un art qui est au XVIIIe siècle. Hein. Donc, en fait, ça, c'est la catégorie d'histoire de l'art. Mais l'art moderne, d'après-guerre, il mentionne d'après-Seconde Guerre mondiale. Non. Est-ce que les installations d'aujourd'hui qu'on considère comme contemporaines vont être considérées comme de l'art moderne vraiment à l'avenir? Il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Et par exemple, il y a une autrice
que tout le monde lit, qui s'appelle Nathalie Hennig, qui est plutôt sociologue de l'art et qui a beaucoup travaillé sur ce que c'est que ce qu'on appelle contemporain. C'est vraiment un paradigme aussi professionnel. C'est tout ce qui relève aussi de la manière de montrer, du curating, des médiums effectivement utilisés et de la posture et du galeriste et de l'artiste. Et du coup, elle est très controversée dans sa définition qu'elle donne du paradigme contemporain, mais c'est une lecture qui est très éclairante en tout cas. Par exemple, nous, quand on parle d'art contemporain, on pense que l'école de Casablanca est un moment de bascule pour une contemporanéité de l'art. Quand Bilkaya travaille le cuivre, quand d'autres artistes font la flamme découpée de Melihi, quand on sort d'un cadre formel, conventionnel de l'œuvre d'art. Après, chaque pays invente sa modernité, chaque pays a ses artistes contemporains. Il n'y a pas une définition qui englobe tout le monde. Et heureusement, la subtilité de l'art, c'est que chacun y apporte sa part. Voilà. Et je pense que c'est le mot de la fin et que les gens viennent nous chercher pour retourner dans les stands. Voilà. Donc, excusez-moi. Merci beaucoup, Nja Mehdaoui, pour votre question. Et votre exposition est magnifique. Merci. Je l'ai vue à la Fondation Bassem Freiha. C'est une très belle exposition que je vous encourage tous à aller voir.